Give the floor. À présent, la parole est à son Excellence Maria Teresa Lazaro, secrétaire aux Affaires étrangères des Philippines. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, à la fin de la conférence de San Francisco en 1945, le général philippin Carlos P. Romulo a déclaré que la Charte des Nations Unies était un succès pour toute l'humanité. Il a dit que c'était un accomplissement qui protégera en même temps qu'il libérera l'esprit humain. Notre foi dans la Charte des Nations Unies persiste alors que la communauté internationale commémore le 80e anniversaire des Nations Unies. Unis dans l'action, nous, les 193 États membres des Nations Unies, sont les gardiens de cet édifice. Je compte sur notre courage pour être à la hauteur de la tâche qui nous est conférée. L'ONU est née des décombres de la guerre. Nous avons œuvré pour une paix qui ne jouait pas seulement au profit des puissances de ce monde-là, mais de toute l'humanité en tout temps. Grâce à cette charte, nous avons créé un pacte pour la paix juste et équitable. Mais aujourd'hui, nous réfléchissons au triomphe de ce voyage partagé, alors que l'humanité pousse des clameurs dans les circonstances pour lesquelles l'ONU a été conçue. Nous devons mettre un terme aux souffrances de millions de personnes qui vivent dans la famine à Gaza. Les cessez-le-feu doivent tenir, l'accès humanitaire doit être rétabli sans restriction. Les enfants, les femmes, les civils innocents doivent être préservés de davantage de violence. Il faut commencer à soigner nos blessures. La solution à deux États est la seule solution diplomatique viable pour une paix durable. Nous devons mettre un terme au conflit en Ukraine. Une paix juste n'est possible que dans le respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous devons redoubler d'efforts pour faire face aux crises humanitaires de par le monde, nous pencher sur leurs causes et investir dans des solutions durables. Nous devons protéger et aider les populations déplacées au Soudan, en Syrie, en Afghanistan, en République démocratique du Congo, dans la région du Sahel, les Rohingyas et de nombreuses autres régions du monde. En juin, le secrétaire général a signalé plus de 40 000 cas d'atteinte contre les enfants en temps de conflits armés, le nombre le plus élevé en 30 ans. Cela est totalement inacceptable. Nous devons la paix à nos enfants. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, alors que les fondateurs de l'ONU ont reconnu que la paix était l'antidote à la fragilité et aux incertitudes après la guerre, notre époque en appelle à l'ONU, notamment au Conseil de sécurité, afin qu'il prenne des décisions audacieuses. Nous devons tracer de nouveaux caps pour la paix et la sécurité internationale. Les Philippines sont prêtes à relever ce défi, alors que nous sommes candidats à un siège non permanent au Conseil de sécurité pour le mandat 2027-2028. Ce serait pour nous un grand honneur de servir cet organe. Les Philippines s'engagent à contribuer au Conseil de sécurité de manière à prendre en compte les points de vue et préoccupations de l'ensemble des membres de l'ONU, ainsi que autres organes principaux des Nations Unies. Nous sommes conscients du poids de la responsabilité qu'entraîne le Conseil de sécurité lorsqu'il agit dans l'intérêt de l'humanité. C'est un agent de changement, une force pour le bien et un bastion de l'espoir pour les populations prises au piège de situations désespérées. Nous souhaitons en faire partie pour aider à promouvoir la cause de la paix dans le monde, car nous avons une grande expérience acquise de nos luttes pour la paix. Aux Philippines, nous savons qu'au-delà de mettre un terme aux hostilités, la paix est un ordre juste permettant aux individus de prospérer dans la dignité. Le succès de la région autonome Bangsamoro dans Mindanao, l'île musulmane, nous montre que la consolidation de la paix, même si parfois cette tâche est ardue et longue, permet aux communautés d'avoir l'avenir qui leur revient. Notre vision pour la paix
dans le monde remonte à la déclaration de Manille de 1982 sur le règlement pacifique des différends. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, la Charte des Nations Unies unit les nations afin qu'elles promeuvent la paix et le progrès avec davantage de liberté. C'est ce qui explique notre recherche de solutions mondiales aux défis transcendants qui touchent les nations. Il nous faut de nouveaux modèles pour parvenir à un développement équitable, durable et inclusif. Depuis des décennies, le système de développement des Nations Unies contribue à la transformation dans de nombreux pays, y compris aux Philippines. Au milieu de la crise de liquidité actuelle, nous devons appuyer les réformes pour qu'elles apportent de la valeur aux États membres des Nations Unies dans le respect des priorités nationales avec moins de bureaucratie et de fragmentation. Il est regrettable que la politique et les exigences de la guerre ont entraîné une diminution mondiale du financement pour le développement, alors que nous en sommes à la dernière ligne droite du programme de développement durable des ODD. Cela met l'accent sur le rôle des pays à revenus intermédiaires qui doivent définir les solutions. Et pourquoi pas? Après tout, pris ensemble, nous sommes les économies les plus importantes marchés de consommateurs et la principale source de capital humain. Alors même que nous gérons notre part de vulnérabilité économique dans nos pays, les pays en développement assument davantage de responsabilités en tant qu'agents de coopération transformatrice et inclusive. Nous redéfinissons activement le programme mondial pour le développement au XXIe siècle. À la conférence du financement pour le développement à Séville, nous avons affronté la dure réalité que le système financier actuel n'est pas viable. Il a stimulé le fardeau de la dette, perpétué les déséquilibres de pouvoir, un système qui joue contre les pauvres et en faveur des riches. Les asymétries structurelles mettent à mal la capacité des pays en développement, notamment ceux qui sont climatiquement vulnérables, à mobiliser les financements à l'échelle nécessaire, avec la qualité nécessaire pour un développement résilient. L'accès au financement reste déséquilibré. Les pays en développement vulnérables face au climat sont confrontés à des coûts d'emprunt qui dépassent leur taux de croissance prévu. Le critère d'admissibilité pour les financements concessionnels est lié à des classements de revenus obsolètes, ne prenant pas en compte les risques et les vulnérabilités auxquels sont confrontés les nombreux pays qui ont besoin de cette aide pour pérenniser leur croissance. Les réformes n'ont que trop attendu. Les processus multilatéraux doivent faire face à l'écart croissant entre l'ambition climatique et les moyens de mise en œuvre, que ce soit en termes de ressources financières, de transfert de technologies ou de renforcement des capacités. Les pays développés doivent assumer leurs obligations financières. Les banques multilatérales de développement doivent jouer leur rôle. Le financement climatique est un engagement contraignant, comme l'a affirmé la Cour internationale de justice dans son avis consultatif unanime de juillet dernier. Nous devons trouver un nouvel équilibre pour la prise de décision dans les institutions mondiales de financement. Les pays en développement doivent être les concepteurs de systèmes qui déterminent l'affectation, l'admissibilité et la reddition de comptes. En tant que pays maritime, célèbre pour son immense biodiversité, les Philippines considèrent que la durabilité de notre écosystème environnemental est essentielle pour la résilience climatique et économique. Je suis heureuse d'annoncer que les Philippines ont ratifié l'accord BBNJ, ce qui est conforme à notre attachement à l'ordre international basé sur les règles et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, une clause en anglais. Nous sommes déterminés à promouvoir la gouvernance juste des océans et la préservation de la biodiversité marine. Dans nos réflexions sur l'évolution du multilatéralisme, afin qu'il soit plus adapté à la tâche, nous devons prendre en compte les progrès de manière à prendre en compte la manière dont nous sommes les gardiens de nos ressources. Nos modèles économiques doivent prendre en compte la santé de notre planète. Nous devons mesurer nos succès à l'aune de la promotion du développement avec davantage de liberté dans notre responsabilité face à chaque pays, chaque personne, la communauté. Les sociétés prospèrent sur la diversité et l'inclusion. Mesdames et messieurs, nous sommes au milieu d'une révolution mondiale des populations, des économies et des technologies. Les migrations sont essentielles dans ces changements. Les déplacements des personnes par-delà les frontières pérennisent la croissance dans les pays d'origine, de transit comme de destination. Chaque jour, des migrants philippins partout dans le monde en attestent.
Ils appuient les systèmes sanitaires, ils stimulent l'éducation, ainsi que les économies créatives. Les 1,9 million de marins qui sont la colonne vertébrale du commerce maritime, qui représente 90% du commerce mondial. La conférence internationale sur les droits humains, sur sécurité et le bien-être des marins, qui a lieu à Manille ce mois-ci, a affirmé que les pays et les parties prenantes sont prêts à en faire davantage pour eux. Alors, alors que les migrants sont les liens entre nos pays, leurs droits, leur dignité doivent être un point d'accord et non de désaccord pour les gouvernements. La technologie est l'autre force fondamentale de notre époque. Elle nous relie, elle permet de faire des choses, ainsi que l'égalité. L'intelligence artificielle offre des promesses, mais est riche également, et grosse également de risques. Nous devons aider à édifier des sociétés numériques qui comblent les fossés de développement plutôt que de les élargir. Il faut qu'il y ait des garde-fous. Ces 80 dernières années, la Charte des Nations Unies a été une source d'objectifs et d'actions pour ceux qui sont à la hauteur de la tâche de concrétiser ces promesses. Il n'y a pas de meilleure option que l'ONU, il n'y a pas de bon ordre mondial autre qu'un ordre basé sur le droit international et le principe de l'égalité souveraine des États. Un ordre basé sur les règles est indispensable. Les pays maritimes tels que les Philippines, le droit international, notamment la loi de la mer de 1982, tout ça est fondamental pour notre avenir. C'est fondamental pour nos pays. Alors que les navires de nos gouvernements, nos pêcheurs continuent à être harcelés dans nos propres eaux, et alors que nous sommes les victimes d'actes illégaux, coercitifs et agressifs dans la mer de Chine du Sud, nous respectons l'UNCLOS tel que renforcé par l'arbitrage de 2016 en mer du Sud. Nous sommes attachés à la diplomatie et à d'autres moyens pacifiques de règlement des différends. Lors de la naissance de l'ONU, les Philippines ont activement aidé à définir les principes fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité comme en droit. Les premières décennies de l'ONU ont été une période d'importante participation des diplomates philippins contre la colonisation et l'apartheid, ainsi que l'inégalité économique. Nous n'avons cessé de lutter pour la justice. Nous avons aidé. Nous avons été sur la ligne de front de la diplomatie climatique, de la rédaction de la Convention sur les changements climatiques, au protocole de Kyoto et l'accord de Paris. Nous connaissions bien les catastrophes, les événements météorologiques extrêmes. Nous savons qu'il est urgent d'agir de manière mondiale. La justice et l'équité ont été notre principe de base pour définir l'accord sur la pandémie de l'OMS. Notre attachement à la paix est indéfectible. La Philippine a été la première à répondre à l'appel de l'ONU lors de la guerre de Corée. 10 ans plus tard, les soldats philippins sont allés à l'autre bout du monde pour contribuer à l'opération de maintien de la paix au Congo. Depuis, nous avons envoyé 15 000 soldats vers 21 missions de maintien de la paix en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Cette expérience nous a enseigné que le moyen de la paix permet de donner du pouvoir aux communautés. Il doit prévoir des stratégies de sortie avec des mandats ciblés, non politisés au Conseil de sécurité. Il faut de nouveaux modèles adaptés au contexte et aux besoins sur le terrain. Aujourd'hui comme à l'époque, nous assumons notre rôle de lanceur de passerelle. Comme le général Carlos Perromulo l'a dit en 1946, une passerelle entre deux mondes, une des premières des nombreuses qui doivent être lancées pour unir le monde. Aujourd'hui encore, nous offrons notre expérience à New York, à Genève, à Vienne, à Bangkok, à Nairobi et à Rome. Et une action conjointe comme partenaire, pionnier et artisan de la paix. Excellences, mesdames et messieurs les délégués, notre monde est très différent du monde des fondateurs de l'ONU. Nos nouvelles réalités mettent à l'épreuve la soutenabilité de la charte en sa 80e année. L'aune de la crédibilité pour l'ONU, c'est le fait de savoir si elle pourra tenir sa promesse souveraine dans le monde d'aujourd'hui, où les nations définissent l'avenir à égalité. Pour conclure, je rappelle à nouveau les paroles du général Romulo à la première Assemblée générale de l'ONU en 1946.
L'intérêt des Philippines pour l'ONU, c'est celui d'un destin identique, d'une anxiété commune, d'espoir et d'action. Et cela caractérise notre expérience à l'ONU. Dans la force de notre diversité, l'ONU est notre véhicule commun pour pousser l'humanité vers le fait de relever les défis. Nous comptons les uns sur les autres pour le courage et l'espoir. Persévérons dans notre action afin que nous puissions dire, comme ceux qui nous ont précédés, que ceux qui nous suivront, que nous avons été à la hauteur des défis de notre époque et que nous avons fait bien plus que ce qui nous avait été demandé. Je vous remercie. Je remercie la secrétaire aux Affaires étrangères des Philippines.